Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, santé mentale, addiction au Maroc, diagnostic, traitement des politiques publiques et recommandations de spécialistes. Le sujet est vaste et ses ramifications complexes. Quantifier le mal permet-il de mieux l'appréhender? Les chiffres, en tout cas, avaient inondé la presse dès leur publication par le Conseil économique, social et environnemental. Des chiffres que nous pouvons résumer en ce constat. La moitié des Marocaines et Marocains âgés de plus de 15 ans ont souffert ou souffrent d'un trouble mental. Le constat est le même du côté de la tutelle, qui, consciente de ce mal qui ronge une bonne partie de la population marocaine, décide de lancer une nouvelle étude d'évaluation du système de santé mentale dans notre pays. Quantifier pour mieux cerner, certes, mais en attendant, ces chiffres évoluent et malheureusement en accélérant. Certains spécialistes évoquent une augmentation de 30% des troubles psychiques type dépression, anxiété ou troubles du comportement. Et la jeunesse marocaine est de plus en plus exposée à l'image du reste du monde où les troubles mentaux et les taux de suicide explosent. Les conseils en psychologie explosent aussi, et surtout en ligne. Ils suivent cette tendance de hausse de troubles mentaux, notamment chez les jeunes. Coach et thérapeutes en ligne se substitueraient presque aux médecins cliniciens, et ce, non sans danger. De surcroît, la banalisation de l'usage des drogues n'arrange pas les choses. Le constat est alarmant, bien que difficilement quantifiable chez nous, au Maroc. Chez les jeunes, comme leurs aînés, consommer une substance était autrefois tabou, mais les langues se délient sans pour autant reconnaître ce qu'est réellement une conduite addictive, de quelque nature qu'elle soit. Bref, ce soir, nous mettons la lumière sur une urgence, ou je dirais même plusieurs urgences. Pour le débat de ce soir, c'est un plaisir pour moi que d'accueillir le psychiatre et directeur de l'hôpital psychiatrique Al-Razi de Salé, professeur Jalal Tawfer. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions et aux questions d'actualité qui sont d'actualité. Malheureusement, il y en a beaucoup. Nous avons également avec nous la professeure Dr Iman Khandili. Elle est psychiatre, spécialiste en addictologie, en sexologie. Et vous avez déjà publié d'ailleurs un livre consacré aux drogues et à leurs ravages au Maroc. Vous êtes également présidente de l'Association marocaine de médecine addictive et pathologie associée, la MAPA. Bonsoir, docteur Iman Khandili. Bonsoir, un plaisir, comme toujours. Merci, Khadija. Marhaba. J'ai également un plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui travaille en tout cas avec les personnes en réhabilitation, après notamment un passage dans une institution, dans un établissement de soins. Il s'agit du psychoéducateur Rachid Aïtoufrer. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Marhaba, bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, comme le veut la tradition un peu dans cette émission, nous commençons souvent avec un peu de pédagogie. Je dis pédagogie parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on banalise un peu ce que c'est que la santé mentale. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour que tout le monde parle de santé mentale, en anglais, mental health. Il y a des centaines de milliers de conseils qui pleuvent vraiment sur l'utilisateur de n'importe quel réseau social aujourd'hui. Alors, je commencerai avec vous, professeur Tawfer. Qu'est-ce que la santé mentale et qu'est-ce qui la définit et pourquoi est-elle importante? Merci. Alors, d'abord, je voudrais, si vous le permettez, rapidement faire un commentaire par rapport au préambule. Oui. D'abord, cette histoire des pathologies qui explosent et ces 30% d'augmentation, je ne sais pas où cela a été, c'est exagéré. Okay. Ce n'est pas la vérité du tout. C'est un psychiatre qui l'a dit. Ce n'est pas du tout vrai. Qui l'a soulevé et oui, dans une interview pas vrai du tout. Sur la presse. La première des choses, je ne veux pas polémiquer, la première des choses, c'est d'abord le 42%, le fameux 42% des plus de 15 ans. Il faut savoir qu'on mélange souvent les cas et les individus. Quand on fait une étude de population générale, sur des populations sur des pathologies qui se chevauchent, en général, c'est des cas. Une personne a le droit d'avoir un diabète et une hypertension artérielle. Ce n'est pas pour autant deux individus, c'est un individu. Donc quand on a sorti les 42%, qu'est-ce qu'on a fait? On a cumulé les prévalences et on a sorti ce chiffre, ce qui est une erreur absolue. Puisque l'instrument qui était utilisé à l'époque, juste pour expliquer aux gens,
C'est un instrument d'enquête en population générale qui, au fait, fait référence à plusieurs cette pathologie, qui fait référence à ces pathologies-là, qui peuvent être concomitantes chez la même personne. Il faut faire la différence entre un individu et des cas. En médecine, quand on fait des cas, c'est des diagnostics, ça peut être chez le même individu. La même personne. Donc, ce n'est pas la moitié de la population marocaine. D'abord, la population marocaine n'a pas toutes plus de 15 ans. Mais là, on parle quand même d'une population de 9 millions, selon les chiffres en tout cas. C'est ça, mais ce n'est pas la population marocaine. C'est la population de plus de 15 ans. Il faut être très précis. Population de plus de 15 ans. Et c'est des prévalences cumulées de cas, ce qui c'est déjà faux, parce qu'à l'époque du temps de Sibia Dilla, on avait fait même un résumé très précis pour pouvoir communiquer. Et malheureusement, ça n'a pas été repris. Ça a été repris par la suite. Et bon, il y a eu tout un amalgame par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à votre question, alors, il y a encore une fois un problème sur les concepts de ce qu'on appelle la santé mentale. Oui. La santé mentale, dans son acception globale, large, c'est un continuum entre la notion de bien-être, d'accord, jusqu'à la notion extrême de troubles mentaux. Ça, c'est l'acception globale, plus large. Et dans son acception stricte et extrêmement restreinte, la santé mentale peut se référer aussi à ce qu'on appelle les maladies mentales, les troubles mentaux, et c'est presque de la psychiatrie, avec quelques petites, on va dire, des petites ailes qu'on lui colle. Donc il faut faire la différence entre santé mentale, dans son acception globale, et santé mentale qui se réfère à la maladie mentale ou aux troubles mentaux. La santé mentale, comme je dis, il y a un côté bien-être. C'est pour expliquer aux gens, c'est toutes les forces entre les facteurs de protection, quand on vit une trajectoire de vie, tous les facteurs de protection et tous les facteurs de risque. Parce que la résilience versus la vulnérabilité. Okay. Donc, plus vous êtes protégé sur le plan environnemental, social, économique, moins vous avez de prédispositions héréditaires et moins vous avez de problèmes neurobiologiques, et moins vous avez de risque de développer des maladies mentales par la suite. Plus vous avez, au contraire, une vulnérabilité, c'est-à-dire vous avez des prédispositions héréditaires, des dysfonctionnements neurologiques, des atteintes de cerveau à un âge très précoce, une adversité dans la vie, c'est-à-dire des traumatismes de l'enfance, l'exposition à de la précarité, à de la pauvreté, à des urbanisations massives, enfin tout ça on va en parler par la suite, et que vous rencontrez la drogue à un moment donné de votre vie, plus vous avez le risque de développer une maladie mentale. Donc la santé mentale, c'est tout ce qui va de la normalité jusqu'au développement des troubles mentaux en fin de cursus, en fin de trajectoire. En fin de trajectoire, très bien. Alors, vu que vous avez commenté mon introduction, mon préambule, je voudrais faire réagir aussi Iman Khandili sur ce préambule et surtout sur ces chiffres qui ont été publiés. Alors, selon vous, parce que ce n'est pas la première fois, il y a eu d'autres chiffres, notamment liés à la dictologie, et ça remonte déjà à 2015. Mais nous ne disposons pas aujourd'hui de données déjà précises. Il y a un observatoire, certes, il y a un observatoire national des drogues et des addictions, nous allons y venir. Nous n'avons pas vraiment un observatoire national de la santé mentale. Alors peut-être une réaction sur les chiffres qui ont été publiés par le CESE et qui ont été repris d'ailleurs par le ministère de la Santé. Alors, il y a eu ce fameux rapport du Conseil économique et social, il y a eu les 30% dont vous avez parlé tout à l'heure et qu'a souligné le professeur Jalal Sofer. Ces fameux 30%, c'est une sortie en grande pompe sur le monde, en France, en mettant 30% de plus de maladies mentales et de suicides dans le monde, qui avait fait absolument ravage en post-Covid. C'était en fin 2021, au début 2022, si je me souviens bien. Et donc, ça avait créé... Les 30% viennent de chez nous. C'est un universitaire et chef du service psychiatrique du CHU Ibn Rushd à Casablanca qui a dit qu'il y a une hausse de près de 30% de certains troubles psychiques chez nous. C'est les 30% qui ont été rapportés sur la presse selon des études qui ont été faites en France, à l'étranger. D'accord. Et en mettant un continuum entre la santé mentale post-Covid des Marocains par rapport à ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire selon une projection générale et mondiale sur une post-modernité qui avait été précisée par l'universitaire en disant que ça devait être en miroir à peu près partout dans le monde, qu'on avait probablement aussi réponse par rapport à ces 30% à plus ou moins 5%. Mais il n'y a pas eu d'études au Maroc que je sache. Est-ce que c'est transposable? Est-ce que le Maroc peut éventuellement suivre une tendance mondiale? Non. Notamment après la Covid-19? Non, les choses ne sont pas transposables, il faut des études. Par exemple, à mon avis, sur les rendez-vous que vous avez dans votre cabinet, ça n'a pas augmenté
spécifiquement après la Il y a une augmentation Covid-19. de la consultation qui va aller pendant le Covid. On a remarqué qu'il y avait plus de troubles obsessionnels compulsifs, qu'il y avait plus de nouveaux cas, c'est-à-dire de patients qui n'étaient pas malades avant le Covid, qu'il y avait plein de pathologies, qu'il y avait une augmentation des addictions, qu'il y avait, par exemple, aujourd'hui, on voit que le crack est en train d'exploser chez les jeunes, alors qu'on le voyait beaucoup moins avant le Covid, c'est-à-dire en tant que substance. Il y a eu une augmentation, il y a eu plein de choses. Quand on parle de santé mentale, déjà, comme a dit le professeur Taufer, c'est un continuum. Quand on parle de santé mentale, il y a plein de choses qui vont venir rentrer, si vous voulez, dans cette histoire de santé mentale. Est-ce qu'on parle de santé mentale au travail? Est-ce qu'on parle d'éducation? Est-ce qu'on parle d'enseignement? Est-ce qu'on parle d'accessibilité à certaines choses? Est-ce qu'on parle de niveau socio-économique? C'est-à-dire, si on vient à parler maintenant d'addiction, en sachant que l'addiction est une maladie, ça vient du mot addictaire, on ne parle pas d'usage, on ne parle pas de mésusage ou d'abus, on parle d'addiction. Donc quand on arrive au mot addiction, déjà on parle de maladie mentale. Et donc, le fil, même s'il semble très mince, on a tendance à tout mettre dans le même panier, à tout mélanger. Les choses sont assez pareilles. Si aujourd'hui on peut parler de recrudescence des addictions, il ne faut pas oublier que dans addiction, le mot addictaire qui veut dire esclave d'eux, ce sont des personnes en souffrance, ce ne sont pas des personnes qui sont dans une consommation récréative et qui sont dans la possibilité d'avoir une vie normale, c'est-à-dire travailler, mener leur vie, avoir une relation normale avec la société, être inséré. Quand on est dans l'addiction, c'est qu'il y a un problème social, qu'il y a un problème d'insertion, qu'il y a un problème de pouvoir s'insérer en société et qu'il y a de la marginalité. Donc, derrière tout ça. Et puis, l'addiction est une pathologie duelle, donc qui va rentrer, et je parle sous le couvert de mon maître ici, le professeur Taufer, qui l'expliquera mieux que moi, c'est une pathologie duelle. On ne sait pas parce qu'on souffre d'addiction à une substance ou plusieurs substances, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de polyaddictions, plus les addictions comportementales. Il y a toutes ces histoires de jeux. Vous voyez tous les gens qui sont connectés en permanence, mais c'est aussi les prémices, il y a aussi les jeux d'argent en ligne, etc., qui sont là. Les jeunes adorent ça. Il y a aussi toutes ces choses-là. Il y a les troubles du comportement alimentaire qui ont aussi un fil avec les addictions comportementales, pas un fil, mais qui sont présents. Donc il y a beaucoup de choses qu'on voit augmenter. Et ces choses-là vont venir épouser la pathologie mentale ou on a des troubles de la personnalité concomitants, parce qu'un addict peut avoir un trouble de la personnalité, peut avoir une schizophrénie, peut avoir un trouble bipolaire. Oui, peut-être pas de cause à effet, mais finalement, ça rejoint ma question première, qu'il y a effectivement que ça va en paire. C'est ça. C'est-à-dire entre peut-être beaucoup plus d'addictions, des addictions que nous n'avions pas il y a 20 ans, il y a 10 ans. Vous avez parlé de jeux vidéo, j'ai évoqué aussi les réseaux sociaux, et que ça a fait, en fait, peut-être éclore, je ne sais pas si l'expression est valable, éclore... des troubles existants ou peut-être dormants. C'est-à-dire qu'il y a une... En fait, si vous permettez, déjà sur le plan terminologie, comme c'est des gens qui souffrent, appelons-les des gens avec troubles de l'usage. Donc les gens qui ont des troubles de l'usage, ils ont un cerveau particulier parce qu'ils sont capables de sécréter des neurotransmetteurs de façon extrêmement rapide et extrêmement forte, extrêmement puissante. Donc le cerveau d'une personne qui souffre d'un trouble de l'usage n'est pas le cerveau de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est une maladie. Et c'est pour ça que c'est une maladie chronique avec rechute. Et il faut l'accepter comme étant une maladie. Ce n'est pas une déviance. Ce n'est pas un comportement à bannir. Ce n'est pas un comportement à punir. C'est des gens qu'il faut soigner et qu'il faut aider. Donc, au fait, c'est la rencontre d'un cerveau particulier, donc avec une molécule, dans le cadre d'une adversité, dans le cadre d'autres facteurs. Et comme vous avez dit tout à l'heure, cette addiction, enfin ce trouble de l'usage de substances, va soit donner faire décompenser une prédisposition pour une autre maladie psychiatrique, soit être en parallèle, en concomitance avec un trouble psychiatrique autre, puisque les troubles de l'usage font partie des troubles psychiatriques. Donc vous avez raison, ça peut initier, déclencher, aggraver, pérenniser. C'est le cas aujourd'hui au Maroc, professeur Taufer. C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a clairement aujourd'hui une banalisation, je le disais dans mon introduction ici, une banalisation de l'usage, comme vous dites, de substances, quelle que soit leur nature. On a les cigarettes électroniques qui font vraiment ravage chez les jeunes, dans les lycées, dans les collèges marocains. Ne parlons pas du cannabis et de nouvelles drogues aussi synthétiques, l'alcool. Donc tout cela fait que, effectivement, on a, même si les 30% peut-être qui ne sont pas quantifiés avec de la donnée récoltée bien de chez nous, mais est-ce que ça induit aussi une augmentation des troubles? Alors attendez. Les 30% dont vous parliez tout à l'heure, maintenant, les 30% de troubles anxieux et dépressifs post-Covid. Oui.
Ça n'a rien à voir, puisqu'on sait que dans la région de Wuhan, par exemple en Chine, les troubles anxieux ont été multipliés par 3. Très bien. Ils ont été multipliés par 2,7 en Italie. Donc ça n'a rien à voir. Il faut qu'on soit très précis, parce que les téléspectateurs nous regardent. Donc il n'y a pas 30% des maladies mentales qui ont explosé. Ce n'est pas vrai du tout. Par contre, nous avons des données par rapport aux troubles de l'usage de substances, et notamment les troubles de l'usage de substances, l'usage et le trouble de l'usage chez les 15-17 ans. Parce que le Maroc est un pays quand même qui fait des études, ce qu'on appelle MedSpad. On a fait 4 études nationales sur les 12 dernières années. Donc le Maroc a quand même cette chance de pouvoir voir les tendances. Et c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui ressort de ces tendances? C'est qu'il y a d'abord une petite augmentation très légère de l'usage de cocaïne. L'héroïne est stable. On est très très peu, on a 0,03%. On a une petite augmentation de la cocaïne, une apparition du crack, une augmentation très minime de la prévalence sur la vie et sur les 15 derniers jours du cannabis. On a une augmentation très légère du tabac. Nous avons une augmentation des psychotropes chez les filles beaucoup plus que chez les garçons. Donc c'est la seule prévalence où la tendance chez les filles est beaucoup plus importante chez les garçons. Pour le reste, le sexe ratio, enfin la différence entre les garçons et les filles, est très en faveur des garçons. Mais par contre, ce qu'on remarque, et c'est ça qui est très important, il faut que les gens le sachent, c'est que c'est la perception de la gravité qui a changé. C'est que nous avons, entre je ne sais pas, entre ce n'est pas grave et entre c'est pas très grave, on est quand même à plus de pratiquement 40%. C'est que pratiquement un lycéen sur 2 ne perçoit pas les drogues comme étant quelque chose de grave. Donc entre je ne sais pas... ne pas percevoir quelque chose qui n'est pas grave et sauter le pas pour utiliser... Mais bien sûr, parce que la perception est très importante. Bah oui. Quand on est dans une perception minimisante, banalisante, tout à fait. fait qu'on tombe dans une sorte de trivialisation du comportement. Et donc c'est là qui fait que c'est parmi les risques d'ailleurs, c'est parmi les facteurs de risque environnementaux, c'est l'accès, la facilité d'accès et la perception banalisante de l'usage. Et nous avons des études là-dessus et Dieu merci, le Maroc dispose d'études sur les troubles de l'usage de substances. Très bien. Alors, Rachid Aïtou Frère, je voudrais avoir votre retour sur expérience sur cette question-là et notamment votre évaluation déjà de l'écosystème présent, l'écosystème d'accompagnement. On sait qu'il y a un manque, nous allons y revenir bien sûr, pour déjà les médecins traitants, et ça c'est le ministre lui-même qui a fait le constat et qui a proposé des recommandations, mais surtout le cursus de soins, si vous pouvez peut-être nous rapprocher davantage de la situation sur le terrain. Je commence par la banalisation de l'utilisation de substances. La psychoéducation, c'est un élément très important dans l'accompagnement des familles, surtout dans le cadre de programmes pro-famille et la psychoéducation des familles sur les drogues, sur la maladie mentale et sur l'accompagnement de sujets au sein de sa famille. La stigmatisation parmi les sujets qui sont très importants au sein du processus de la psychoéducation et de l'accompagnement de la famille avant l'accompagnement du sujet. Parce que le travail avec le patient, il commence par le travail avec la famille dans le cadre de la sensibilisation, de l'accompagnement et mettre en place un système d'accompagnement de proximité avec les professionnels de la santé, surtout le médecin traitant qui reste toujours l'architecte, le responsable direct de la prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique. Oui. Alors, quand vous dites cela, on parle de quelle famille, on parle de quelle région, on parle de combien de familles qui sont accompagnées aujourd'hui, parce que c'est bien beau, hein, si on avait ça dans notre pays à grande échelle. Je pense qu'il y a beaucoup de cas peut-être qui auraient pu être entre guillemets sauvés et ou rattrapés en tout cas avant qu'ils tombent vraiment soit dans l'addiction ou dans des troubles mentaux aggravés. Surtout, nous, on travaille sur la région de Casablanca. Okay. Sur la région de Casablanca, il y a beaucoup d'accessibilité à ce type de soins et d'accompagnement. Vu le niveau socio-économique des patients, les patients qui font retour à la prise en charge dans le secteur privé. Parce que nous, on travaille surtout dans le secteur privé. C'est l'accompagnement. Combien ça coûte? Ça dépend. Le patient et la famille et la durée de la prise en charge. Parce qu'une bonne prise en charge qui dure entre 24 mois, ce n'est pas la prise en charge de prévention qui va durer jusqu'à 3 mois à 6 mois. C'est une prise en charge de 24 mois.
où il y a un suivi psychologique, effectivement, il y a un suivi au sein de l'appartement thérapeutique après l'hospitalisation. C'est le médecin traitant qui met en place le processus de l'accompagnement, avec un accompagnement des infirmiers au sein de l'appartement, qui commence avec un accompagnement de 24 heures, H24. Après évaluation, on diminue jusqu'à 12-24. Et après, il reste que le protocole de suivi, l'EVAD, les visites à domicile. Admettons que c'est un protocole de 24 mois, combien il faut débourser en moyenne? Elle reste toujours moins que l'hospitalisation au sein de la clinique. Je veux juste avoir une idée. Sincèrement, je n'ai pas les bons chiffres. Professeur Kmedili. Ça dépend en fait, parce qu'au niveau des structures, on travaille avec des structures étrangères, en Suisse, en Malaisie et tout ça, donc je ne vais pas citer de nom, et on fait les post-cures. Oui. À ce moment-là, on fait les post-cures, c'est-à-dire c'est des patients en général marocains ou de la région africaine qui vont venir faire leurs post-cures et leurs appartements thérapeutiques au Maroc. Donc certains ont des couvertures médicales, d'autres non. Mais il y a des programmes adaptés. Quand on parle d'appartement thérapeutique, ça ne veut pas dire qu'il faut un appartement obligatoire. C'est en fonction des familles. On peut faire un appartement thérapeutique chez une famille très moyenne, chez elle à la maison. C'est-à-dire on ne va pas ranger la chambre du patient. Mais ça va coûter quand même à la famille. Parce que là, déjà, pour une séance avec un thérapeute, ça coûte entre 300 et 600 dirhams. Selon le Écoutez, ça dépend parce qu'il faut pouvoir prendre en charge tous les patients. Pour pouvoir prendre en charge tous les patients, c'est pour ça qu'il y a un volet associatif qui, lui, est gratuit. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de compensation. Une compensation pour pouvoir prendre toujours une partie des patients qui, eux, n'ont pas les moyens. On travaille Là, je prends ma casquette chargée de mission auprès de M. le ministre de la Santé. C'est-à-dire, on travaille aussi en partenariat public-privé avec des personnes indigentes. À former des personnes comme des AVS qui, elles, vont travailler de proximité avec les familles, des familles qui sont indigentes. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire, pour leur donner la bonne manière et usage pour gérer avec le patient sa responsabilisation et sa réhabilitation. Parce qu'il y a des formations, je vais parler d'une vingtaine de patientes qu'on a accompagnées pour la réhabilitation et la réinsertion, qui sont des jeunes femmes, qui, elles, ont fait des formations en pâtisserie à 200 dirhams le mois, en étant gérées sur un groupe WhatsApp avec une visite à domicile de l'infirmier le plus proche. C'était sans sous. Maintenant, quand il y a des patients qui, eux, vont demander des choses de proximité de manière plus importante, avec un accompagnement, les écoles et tout ça, c'est tout ça qui va rentrer et qui peut coûter un peu plus d'argent. Mais ça reste... un accompagnement d'1 ou 2 ans va être bien inférieur à une hospitalisation de 8 semaines. Est-ce que ça couvre la demande ou jusqu'à quel point, jusqu'à quel ratio ça Alors, couvre comme on ne peut pas couvrir justement, parce que là on parle d'une équipe, vous êtes une Là on parle que de la région de Casablanca, n'est-ce pas? Alors on travaille sur d'autres régions, mais les gens viennent s'installer sur Casablanca, parce que l'équipe ne peut pas se déplacer sur Tétouan, Tanger, etc. Donc il y a des patients qui viennent s'installer. Parce que la demande est concentrée. Enfin, de par la population aussi. Alors maintenant, comme il y a une demande et qu'on ne peut pas répondre à 40 personnes, vous êtes 40 personnes à la demande de mise en place d'AT ou d'accompagnement de visite à domicile, ce qui se passe, c'est l'accompagnement de personnes qui, elles, sont des formatrices au niveau de la santé publique, qui vont, elles, accompagner et mettre en place ces programmes-là, qui peuvent être infirmiers, assistants sociaux, psychoéducateurs. C'est de l'accompagnement de proximité, car on ne peut pas hospitaliser tout le monde. Et tout le monde ne nécessite pas une hospitalisation. Et on sait bien qu'elles sont, malgré toute la rechute et la règle, le professeur Sofer l'a dit, et puis au bout d'un moment, il y a l'hospitalisme, l'hospitalisation devient comme un hôtel. On ne peut pas faire 10 hospitalisations réitérées, il faut des programmes avec des protocoles coordonnés, de manière à avoir ce qu'on appelle des faux pas ou des rechutes, où le patient ne va pas retourner en clinique, mais peut retourner en appartement thérapeutique ou en structure intermédiaire. C'est-à-dire avec Et ça permet de décharger, parce qu'on est en train de parler des troubles addictifs. Les troubles addictifs, c'est une prise en charge coordonnée de la société civile, des politiques, du médical. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte. On a bien vu les associations dans les différents centres à travers le royaume. Il y a une volonté politique pour la santé mentale des Marocains et pour, je ne dirais pas la lutte, parce qu'en tant que psychiatre, je ne veux pas dire la lutte contre les addictions, mais la prise en charge, on va dire, des troubles addictifs et des troubles mentaux, la prévention et la réduction des risques qui est là, qui est une volonté royale. Quand vous dites volonté politique, qu'est-ce qui l'accompagne de cette volonté politique ? C'est une volonté royale, c'est un projet royal de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Vous avez commencé par politique. Alors voilà, après, effectivement, et c'est une réalisation d'un projet qui part de la bienveillance et de la prise en charge justement de la santé mentale et de l'amélioration et de la prise en charge des troubles mentaux au Maroc. Donc il y a différents
concours de circonstances qui vont faire que les choses vont avancer. Il y a différents centres d'addictologie. On a bien vu, et le professeur Tsofer en est l'architecte principal au Maroc, ce qui s'est passé avec les usagers de drogues injectables, d'où justement ces chiffres dont il a parlé qui n'ont pas augmenté en termes d'héroïne, etc. Il y a eu un travail colossal et le Maroc, si je ne m'abuse et si je ne dis pas de bêtises, est le seul pays, je pense, dans le Middle East qui est arrivé à ce point-là. Je pense qu'il y avait le Liban aussi, mais qu'il y a eu des soucis de par les problèmes politiques du pays. Donc je pense que le Maroc est engagé, des fois, et un exemple. Alors, le Maroc est engagé quand vous dites politique. Vous savez pourquoi je vous ai interpellé, Dr Ndjili? C'est parce que quand on parle de ce problème-là, on a l'impression qu'il n'y a que le ministère de la Santé que vous représentez indirectement, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous travaillez avec monsieur le ministre de la Santé. Il n'y a que le ministère de la Santé qui est en charge. Alors que non, en fait. Non, il y a beaucoup d'associations qui travaillent. Non, on ne parle pas d'associations, on parle vraiment du volet politique et d'autres départements qui devraient être impliqués. Où en est cette implication politique? Où en sont les réalisations des autres départements? Professeur Jalal. Mais justement, parce que là, vous voyez, il faut juste recadrer les choses. Là, on est en train de parler de ce qu'on appelle les systèmes d'offre de soins. Les systèmes d'offre de soins, on parle bien de soins, c'est-à-dire des gens qui sont en situation de maladie. Système d'offre de soins, vous avez plusieurs types de systèmes de soins. Vous avez les systèmes intégrés en soins primaires, vous avez les systèmes communautaires, c'est en dehors de l'hôpital, et vous avez les systèmes hospitaliers. Et dans le communautaire, vous avez le communautaire formel, informel, etc. Bon, intermédiaires, appartements thérapeutiques, enfin, il y a un tas de choses. Et la société civile peut être un interlocuteur, et doit être d'ailleurs un interlocuteur et un partenaire privilégié. Et ce qu'a dit tout à l'heure, parce que je vais revenir à ce qu'il a dit est très important. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce programme Pro-Famille, et je vais dire pourquoi c'est très important par la suite. Maintenant, le système de soins, ce n'est que pour les soins. Le ministère de la Santé est le garant des soins. Nous avons une constitution qui est claire, nous avons l'article 31, l'article 34 qui sont très clairs par rapport à ça. Maintenant, la santé mentale, vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure dans son acception globale, n'est pas que les soins. Voilà. Vous avez la prévention, vous avez la rééducation. Donc vous avez, quand il s'agit de faire la loi sur la santé mentale, ce n'est pas le ministère de la Santé uniquement. Quand il s'agit, il y a par une exemple, loi en gestation justement sur la santé mentale. Elle a été retirée. Donc elle a été retirée. On est en train de réfléchir sur une nouvelle loi. Il reste toujours. Pourquoi elle a été retirée? Parce qu'elle était impertinente, inadéquate et tout. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme. Un exemple peut-être? Dans tous les sens du terme. Absolument pas du tout applicable. Vous savez, une loi doit avoir une philosophie, une pertinence et une faisabilité. La philosophie peut-être... Peut-être qu'elle a été élaborée sans vraiment concertation avec les principaux concernés qui... Je vais passer les détails, franchement, pour ne pas heurter les gens. Alors, la philosophie est bonne, il n'y a pas de problème. Par contre, la pertinence et la faisabilité était terrible. Okay. Donc, je disais, la personne souffrant de maladie mentale, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est plusieurs choses. On l'a dit tout à l'heure, c'est la famille, c'est la santé scolaire, c'est la prise en charge spécifique des adolescents dans leur environnement, c'est le ministère de l'Intérieur, quand on fait la lutte contre la drogue, la répression, le côté répression, c'est pas le ministère de la Santé. Quand on forme des gens, c'est pas le ministère de la Santé. Quand on forme des enseignants, des médecins, c'est l'enseignement supérieur. Absolument. Donc vous voyez, c'est un ensemble d'intervenants, d'ailleurs en médecine en général. Hein, je pourrais citer le diabète, l'hypertension, c'est un ensemble de choses. Et donc, la santé mentale est beaucoup plus large. Oui. Bon, mais ça, c'est par rapport à tout le... Parce que les facteurs sociaux, les déterminants socio-économiques en santé mentale, c'est beaucoup plus important que dans les autres maladies. C'est pour ça qu'on a toute cette ribambelle de facteurs inhérents à d'autres sphères et à d'autres domaines d'intervention. Et pour revenir tout à l'heure à ce que vous disiez, il faut faire très attention parce que l'offre de soins, ne doit pas être limitée. Elle est insuffisante chez nous. C'est une trame extrêmement restreinte, mais on doit justement travailler sur la diversification de cette trame. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une centralisation sur les hôpitaux, parce que tout le monde parle des hôpitaux. Combien y a-t-il aujourd'hui? Vous êtes à la tête d'un hôpital, d'un des principaux hôpitaux. On est à 2135 lits, parce qu'il y a, par exemple, j'ai 2 unités qui sont en destruction maintenant, donc on revoit la capacité litière. Ouais. On est à 2000 et quelques, ce qui est très très peu. Parce que les gens vont dire oui, mais ça suffit les hôpitaux, parce que le monde entier est parti vers la désinstitutionnalisation et faire sortir les gens des hôpitaux. Mais on n'est pas en situation de saturation, on n'est pas en Suisse. Donc on est encore en défaillance, en déficit extrêmement important par rapport aux hôpitaux. On est en défaillance, vous savez, il n'y a que 36, 21, 11 et 25, on est simplement à 36 unités de soins
entre les 11 hôpitaux et les 25 unités intégrées dans les hôpitaux généraux, c'est très très peu. On est sur toutes les régions. Toutes les régions. En sachant qu'il y a une sur concentration sur certaines régions. Sur les 12 régions du Maroc, évidemment. avec de grosses tâches sur certaines régions. Tout à fait. Quand vous savez que vous avez 8 fois moins de médecins, de psychiatres que ce qu'il faut, lorsque vous savez qu'il y a 8 fois moins, le chiffre 8 est le même pour les infirmiers, lorsque vous savez que nous avons à peine une cinquantaine de personnels d'intervenants pour la santé de l'enfant, quand vous savez qu'on a un sous-effectif en psychologues cliniciens incroyable, lorsqu'on a des professionnels de la santé mentale, d'autres intervenants de la santé mentale, comme les éducateurs, les orthophonistes, etc., qui manquent mais de façon incroyable, c'est le désert total. Donc vous voyez, on est en situation aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas envie que votre émission soit juste un constat. Parce que le constat, on le connaît. Il suffit de lire les rapports du Conseil des droits de l'homme il y a quelques années, du CESE il y a quelques mois, etc., pour se rendre compte que c'est une vérité. Maintenant, nous pouvons faire des choses. Et vous avez parlé tout à l'heure du prochain plan d'action national. En fait, qui se fait avec l'OMS. Justement, on a commencé par le diagnostic. Il y a ce plan national multisectoriel aussi. Qui est en train de se faire, qui est à mi-chemin. Vous allez, dans quelques semaines, vous allez entendre parler, dans quelques semaines, enfin, peut-être en début de la rentrée scolaire. Et donc, c'est un nouveau plan d'action national qui va proposer des recommandations très fortes en matière de ressources humaines. En plus de celles du CESE. Parce que, oui, mais le CESE, c'est un Si on revient aux recommandations du CESE, il faut élaborer des politiques et programmes publics concertés de promotion de la santé mentale. Il faut revoir le projet de loi 71-13, renforcer les garanties juridiques, prendre en considération leur état de santé. Vous avez bien vu que c'est générique. Alors moi, je vais vous interrompre parce que ces rapports, ces recommandations sont tout le temps les mêmes. Vous avez bien vu que c'est des recommandations génériques. Ce n'est pas pratique. Oui. Maintenant, un plan d'action national, ce n'est pas des recommandations génériques. Un plan d'action national, c'est une analyse de la situation, c'est un constat, c'est un partenariat. Donc, c'est vraiment une consultation avec tous les partenaires, avec des recommandations et des plans d'action. Enfin, c'est un plan stratégique intégré. Donc, on va le faire. Il est en cours de route. Et il est juste temps, justement, il est temps qu'on le fasse. Et ça va demander une créativité, ça va demander une nouvelle vision des choses, parce qu'il ne faut pas forcément des psychiatres. On peut former des médecins généralistes, il ne faut pas forcément... Enfin, c'est une spécialité qui est un peu abandonnée chez nous, la psychiatrie, déjà. Mais tout à l'heure, c'est pour ça que je lui dis ce qu'il dit est très important. Quelle est la porte d'entrée à tout ça? Quel est le mal essentiel chez nous? C'est la stigmatisation. Oui. Or, la stigmatisation, vous avez une stigmatisation qui est active, enfin, on le connaît, qui est un peu, malheureusement, qui est nourrie de façon délibérée. Je ne vais pas rentrer dans les... Et puis, vous avez la stigmatisation qui vient, malheureusement, de la méconnaissance, de ce qu'on appelle la pédagogie sanitaire de masse. Alors, notre pédagogie sanitaire de masse, de la communauté, de la société marocaine, est très faible, très précaire. Si vous prenez aujourd'hui, si vous faites un sondage d'opinion et vous dites c'est quoi le Parlement, vous allez voir. Alors si vous dites c'est quoi la schizophrénie, vous allez être encore plus déçus de savoir que les gens ignorent ce que c'est que la schizophrénie, ignorent ce que c'est que les troubles bipolaires, ignorent ce que c'est que la dépression. Ignorent ce que c'est qu'un psychothérapeute. Enfin, c'est pour ça qu'on fait confiance un peu à tous les psychothérapeutes qu'on rencontre en ligne. Alors attendez, non. Ça c'est autre chose. Parce que c'est une méconnaissance aussi, professeur Jalal. Vous me tournez la brèche, et je sais que vous le faites exprès, parce que vous êtes une très bonne journaliste. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est une catastrophe. Ça m'inquiète. Je vais dire pourquoi c'est une catastrophe absolue. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Soit on veut pour notre société que les maladies soient prises en charge par des professionnels de la santé, psychologues cliniciens, psychiatres, médecins généralistes formés, les autres intervenants, les autres médecins quand il s'agit de psychiatrie de liaison, hypertension artérielle, l'obésité, etc., des orthophonistes, des psychomotriciens, enfin, tous les intervenants, mais intervenants qui sont qualifiés et formés. Non seulement qualifiés et formés, mais supervisés, c'est-à-dire on sait ce qu'on fait, et qui sont comptables pour leurs actes. Or, aujourd'hui, il n'est pas normal que quelqu'un qui est touché par une maladie soit pris en charge par quelqu'un qui n'a rien à voir avec la santé. Ce n'est pas normal. Vous savez qu'il y a des pays où la réglementation envoie ce genre de personnes en prison. On n'a pas cette réglementation. Alors, il n'y a pas d'ordre. On a un plan d'action, parce qu'il y faut une réglementation. Il faut aujourd'hui, au vu de tous les praticiens, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, mais les intervenants, il y en a un paquet, et puis la palette est très large, hein, et ils interviennent directement sur le terrain avec des personnes souffrantes de différents troubles.
Il y a aussi ce qu'on appelle les thérapies alternatives, mais tout cela n'est pas... Même les thérapies alternatives ont un ordre de fonctionnement et ne sont pas faites quand on parle de pathologie mentale avérée où il faut des intervenants spécialisés. Il n'y a pas de contrôle. Maintenant, il y a un ordre. Bon, il y a des choses qui sont demandées, dont un ordre pour les psychologues cliniciens. Il faut définir ce que c'est qu'un psychologue clinicien, il faut définir ce que c'est qu'un psychoéducateur. Il y a un certain nombre d'études, il y a une certaine expertise, il y a une certaine supervision. Ce n'est pas en sortant, je le dis comme ça de manière caricaturale, sans aucune stigmatisation, mais ce n'est pas en sortant moi-même d'une crise que je vais faire une formation de 3 jours pour avoir un certificat pour prendre en charge des personnes et donc les ralentir dans leur prise en charge réelle et faire en sorte que la maladie augmente. Ça, c'est une réalité. Maintenant, dans les plans d'action dont parle le professeur Tsofer, il faut aussi qu'il y ait ce volet de normalisation ou de codification de ce que c'est qu'un intervenant en santé mentale. La société civile participe à la santé mentale, la santé en général. On a bien vu pendant le Covid et la pandémie que la santé en général ne peut pas être prise en charge juste sur un seul volet, qu'il soit organique ou psychologique ou social ou économique. C'est un concours de tous. La santé prend l'humain dans sa généralité, sa globalité. L'humain, on n'est pas à dichotomiser en petits morceaux. Et aujourd'hui, on revient vers cette globalité solidaire, et cette globalité solidaire fait que, aujourd'hui, la santé, elle importe absolument tout le monde, pas que la santé mentale, qui va impliquer des intervenants de plusieurs bords, donc sociaux, il y a le niveau socio-économique qui va jouer un rôle, il y a des intervenants, on a besoin d'intervenants psychosociaux, on a besoin d'associations, on a besoin de former les familles, on a besoin de faire de la sensibilisation et de la prévention, on a besoin de travailler sur la déstigmatisation, on a besoin de travailler sur la réduction des risques, on a besoin d'expliquer déjà, de donner les bonnes définitions, parce que très souvent, les gens ne savent même pas de quoi on parle exactement, sans aborder, la maladie mentale est tabou. Vous savez, l'être humain a 2 angoisses. Elle est toujours taboue. Depuis toujours. Mourir et devenir fou. Ce sont les 2 choses. Blaise Pascal avait dit ça. 2 angoisses chez l'être humain. Donc, on a tendance à occulter... De plus en plus en 2023, depuis Pascal. On occulte les choses qui nous font peur. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les origines de ces angoisses qui manquent. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ont peur. Mais on a l'impression que grâce à ces coachs ou à ces thérapeutes en ligne, on a moins peur de finalement parler à un psy, même si on ne leur parle pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est tabou. C'est comme, vous savez, le jeu pathologique. Le jeu pathologique, le professeur Tsofer est un spécialiste, le jeu pathologique, c'est une addiction comportementale très dangereuse. Quand vous allez jouer aux machines à sous, vous allez remarquer qu'il y a des petits messages qui passent. Je ne sais pas, j'ai jamais joué aux machines à sous, mais il y a des petits messages qui sont censés protéger le joueur. Ah, oui. Le joueur, dans sa distorsion cognitive, va penser qu'il est protégé. Quand il va lire les petits messages où c'est écrit arrêtez-vous de jouer toutes les heures, prenez une pause, allez manger, faites une sieste, le fait qu'il y ait ces petits messages, comme sur les réseaux sociaux, retrouvez le bonheur, trouvez votre enfant intérieur et je ne sais quelle histoire absolument abracadabrante, il va se sentir protégé. Il va se dire je peux continuer à jouer parce qu'on pense à ma santé. Quelqu'un d'autre pense à ma santé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lève mes propres signaux à moi, mes propres signaux, c'est-à-dire mes délimitations et je baisse la garde. Et c'est à ce moment-là où je ne fais plus attention à moi parce que j'ai l'impression d'être protégée. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que je vais aller sur les réseaux sociaux, on me parle tellement de bonheur à la carte. Aujourd'hui, tout est à la carte. Votre santé est à la carte, vos vacances sont à la carte, vos amitiés sont à la carte, votre image est à la carte. Et c'est cette postmodernité à la carte qui est dangereuse. Parce qu'au bout du compte, on fonctionne selon une checklist. Quand on a conscience de certaines choses et qu'il y a une sensibilisation, une intellectualisation des choses et qu'on met le doigt dessus, c'est à ce moment-là on peut parler de prévention et de sensibilisation. Oui, mais quand on parle de sensibilisation, on s'adresse aussi à une cible qui n'est pas allée à l'école. Donc, excusez-moi, parce que moi, je voudrais intervenir. Oui. Parce que c'est très important. Oui, il ne faut pas accepter la stigmatisation et se dire... Et légitimer la stigmatisation et dire parce qu'on a peur d'aller voir le psychiatre, on va aller voir n'importe qui. C'est un discours qui est extrêmement dangereux parce que, au fait, comme je disais tout à l'heure, le citoyen marocain... C'est pas le mien, hein. Moi c'était juste une théorie dans le sens où, effectivement, savez, les gens... Je caricature pour justement expliquer, il n'y a pas mieux que la caricature pour expliquer. Donc c'est très important de savoir que le citoyen marocain a le droit, comme citoyen marocain, à des soins basés sur l'évidence scientifique. Quand vous allez voir un endocrinologue,
comment l'endocrinologue il vous prend en charge avec un projet thérapeutique basé sur l'évidence scientifique. Le cardiologue, la même chose. Le cancérologue, la même chose. Et ben, le psychiatre et le psychologue clinicien, puisque on va revenir sur les psychothérapies, parce que les psychothérapies aujourd'hui sont basées sur l'évidence scientifique, certaines, pas toutes. Et donc, qu'est-ce qu'on veut offrir? La question philosophique essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut offrir à nos citoyens, Est-ce qu'on veut que nos citoyens continuent à souffrir de pathologie mentale? Parce que n'oubliez pas que la règle d'or en médecine, c'est la détection précoce et l'intervention précoce. Quand vous laissez une schizophrénie évoluer entre l'Ruqya Shar'iyya, entre le coach, entre ceci et cela, et qu'il arrive 4-5 ans après à l'hôpital, il arrive en situation délétère, vous savez combien ça coûte en morbidité? C'est terrible. Ça chronicise, déjà c'est une maladie chronique, mais ça l'aggrave encore plus. Ça aggrave le pronostic. Quand vous dites la dépression, oh là là, c'est un enfant, il n'a pas le droit de déprimer, on ne traite pas. Oh là là, mais je n'ai pas envie de mettre mon enfant sous antidépresseurs. Vous savez ce que fait une dépression quand vous la laissez? Ça augmente la neurodégénérescence et ça diminue la neuroplasticité. C'est-à-dire que ça tue encore de façon beaucoup plus rapide votre cerveau et ça ne permet pas à ce cerveau d'établir des connexions entre les neurones. Oui, d'évoluer. Donc, quand vous tardez à traiter un déprimé, qui c'est qui paye pour? C'est la famille et la personne en souffrance. Mais est-ce que vous ne pensez pas, docteur aussi, enfin, professeur, je suis entourée de docteurs, que on a l'impression qu'il y a certains mots, MAUX, qui n'existaient pas il y a quelques années, dont on entend parler aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire les enfants hyperactifs, ADHD, enfin, bref, une panoplie de troubles qu'on ne connaissait pas avant et qui sont aujourd'hui très répandus. Enfin, très répandu. Enfin, très répandu, c'est... Oui, voilà, faites bien de préciser, mais de plus en plus répandu. Non, de plus en plus connu, ce qui est différent. Ah bon? Parce que de plus en plus diagnostiqué, parce qu'on a une connaissance, une prise de conscience. Les DHD, c'est 6 à 8% des garçons en situation de scolarité, et c'est resté relativement stable dans le monde. Par contre, c'est les diagnostics c'est-à-dire qu'on découvre... À partir du moment où on sait ce qu'on cherche, on va chercher et on trouve. Mais quand on ne savait pas, ben c'est comme la Covid-19 au départ. Il faut chercher pour Il faut donner... Vous savez, quand on a un enfant qui n'arrête pas de bouger en classe et qu'on punit et qu'on met derrière la classe, alors qu'il ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas s'arrêter, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. Quand un enfant se déconnecte de la leçon et qu'il n'arrive pas à suivre, qu'après on va battre, on va le punir, et on va le traiter de paresseux, on va le mettre derrière, alors que c'est un enfant c'est pas qu'il ne veut pas rester attentif, c'est qu'il ne peut pas rester attentif. Donc, tout à l'heure, vous disiez par rapport aux troubles mentaux qui sont... Non, c'est juste que les réseaux sociaux aujourd'hui, que les moyens de communication aujourd'hui, qu'Internet a permis justement d'améliorer la connaissance, a permis justement de diffuser l'information. Donc, on a accès à plus d'informations. D'ailleurs, information vraie et fausse, puisque Internet est le mégaphone aussi de la bêtise humaine. C'est-à-dire que c'est de là que justement on propose des choses qui sont... Fake news bah, oui. Et quand vous parlez tout à l'heure de thérapie traditionnelle, alternative. Il faut faire très attention. Et les retraites. Très attention. Il faut faire très attention. Et les nouveaux gourous. Il faut faire très on commence à avoir des gourous made in Maroc. Il faut faire très attention. Les systèmes de soins, les systèmes d'offres de soins. Dans le système d'offres de soins que j'ai cité tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle les systèmes de soins communautaires informels. Vous savez, les systèmes de soins communautaires informels, il y a les tradipraticiens dans certains pays, même très avancés. Mais ils sont encadrés par la loi. Ils sont encadrés par la fondation. Il y a un ordre. Ils sont supervisés. Oui, c'est ça. Et ça, on sait très très bien ce qu'ils font, dans quel cadre ils le font. Vous savez pourquoi? Parce qu'on respecte le citoyen. Parce qu'on a envie d'offrir aux citoyens les meilleures conditions de traitement basées sur l'évidence scientifique. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens sont comptables pour leurs actes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je voudrais juste peut-être faire un peu réagir Rachida Etopré sur ce qui a été dit. Et une question très essentielle, vous intervenez quand? Parce que là, on a parlé de prévention, on n'en parlera jamais assez. Est-ce que vous pensez que déjà, à votre niveau, il y a assez de prévention? Qu'est-ce qui peut être fait pour dynamiser un peu plus cette prévention, notamment chez les jeunes? Puisque vous intervenez justement auprès de personnes qui ont des... Comment vous appelez ça déjà? Des troubles d'usage. Des troubles de l'usage, oui. Ou l'usage, ou les troubles de l'usage. Oui, voilà. L'intervention de psychoéducateur, elle est au sein de l'hospitalisation pendant toute la durée de l'hospitalisation. Et à partir, selon la durée de l'hospitalisation, à partir de la 3e semaine, le psychoéducateur commence à avoir un lien et la préparation à la sortie dans le cadre d'un projet de sortie qu'il est supervisé avec le psychiatre et les autres intervenants.
après la sortie, ce qu'on appelle le post-cure, soit la mise en place des structures intermédiaires, l'appartement thérapeutique avec le programme qui est rétabli par le psychoéducateur, le psychiatre et les infirmiers, plus les autres intervenants, soit dans le cadre de visite à domicile que le psychoéducateur met en place un plan d'action d'accompagnement au sein de l'appartement pour le patient et pour la famille, pour la sensibilisation et pour l'évitement de la rechute. Il n'y a pas de prévention, par exemple. La prévention que de rechute, mais pas de prévention en amont. La prévention, elle est au sein de l'hospitalisation, dans le cadre des thérapies de groupe. Est-ce qu'il y a des points en commun de ces... Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de... loin de moi l'idée de cliché ou de stigmatiser ou de stéréotyper, mais est-ce qu'il y a vraiment des tendances qui ressortent justement dans ces patients que vous suivez? Il n'y a pas des tendances qui sortent de patients qui sont déjà suivis, non. Il y a toujours un patient profil, parce qu'on connaît les profils. Notre travail, c'est un travail de personnalisation de chaque patient selon le contexte socio-culturel et économique du patient, ainsi sur le rythme de la rechute qu'il a. Est-ce qu'il est déjà hospitalisé pendant 3 ou 4 fois? Est-ce que c'est la première hospitalisation, etc. Selon la capitalisation des hospitalisations, le projet de soins et de l'accompagnement après l'hospitalisation met en place avec les intervenants qu'il le prend en charge et surtout, je dis toujours, surtout sur la supervision de psychiatres traitants. Toujours, c'est le psychiatre traitant qui est dans toutes les directives dans le cadre de l'ingénierie de la prise en charge du patient. Très bien. Et cette prise en charge-là, vous ne voulez pas me dire combien ça coûte, mais en tout cas, elle est remboursée. Est-ce que la prise en charge est remboursée? Ce genre de prise en charge est-il remboursé? Ce genre de prise en charge peut être remboursé par des mutuelles privées. Privées. Là, aujourd'hui, j'espère, ce qui va se faire avec la généralisation, que les choses vont être prises en charge. Et que ça va faire partie des choses qui vont être prises en charge. Mais il y a aujourd'hui des mutuelles qui prennent en charge, en effet, quand il y a un protocole codifié et que les choses sont claires, avec des interventions bien claires et qu'il y a un dossier à domicile, oui, les choses, c'est ce qu'on appelle les hospitalisations à domicile, d'un point de vue mutualité. Mais l'accompagnement n'est toujours pas une hospitalisation. C'est-à-dire ça peut être un accompagnement sur 2 ans en ambulatoire sans qu'il y ait une hospitalisation. Mais là, on est en train de parler de cas lourds et de patients à multiples rechutes, polyaddicts et tout ça. La prévention dont vous parlez, ça c'est un volet qui est plus société civile et plus dans un cadre associatif, donc tout ce qui est prévention et réduction des risques sous le nouveau pamphlet sur lequel on avait travaillé avec MAPA, vous en avez parlé aujourd'hui, je ne suis plus dans MAPA, donc il y a African Global Health qui est né et qui regroupe absolument tout le continent et qui travaille sur la réduction des risques en santé au sens large. Donc il y a une prochaine édition au mois de septembre qui est organisée par le ministère de la Santé et justement la santé pas seule avec l'agriculture, avec l'intérieur, avec les affaires étrangères, absolument, l'environnement, l'eau, etc. Et la santé, avec tous ses partenaires, organise ce qu'on appelle le rendez-vous MEC de la santé avec 5000 personnes et plus de 100 ministres présents en septembre prochain, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Donc, et cette conférence réunit autour de l'eau, de la sécurité alimentaire et de l'environnement également les volets santé mentale, addiction, accès à l'enseignement et à l'éducation, tout ce qui peut, si vous voulez, rentrer dans tout ce qui est santé. Parce que la santé n'est pas l'affaire seulement de la tour en cristal, donc des politiques qui travaillent dans les santé, que ce soit le ministère de la Santé, tout ça, c'est aussi la société civile, c'est aussi les autres intervenants. Et c'est un travail coordonné, solidaire et responsable qui peut absolument, comme a dit le professeur Taufer tout à l'heure, donner des grands coups de pouce, on va dire, ou des grands élans de travail à une société qui met la main à la pâte exactement du plus petit au plus grand, parce qu'il n'y a pas de petit et de grand. Quand il s'agit de la santé des humains, tout le monde peut faire à sa manière, à condition que ça soit supervisé et que ça soit coordonné, et en espérant que le plan santé mentale puisse mettre de l'ordre dans les professions et des intervenants aujourd'hui dont on parle. Oui, c'est nécessaire. Très important. Je vais si je peux rebondir sur la prévention. Si on finira avec cela, bien sûr, avec la prévention, bien évidemment. Je rebondis sur la prévention parce que c'est très important. Alors, la prévention, aujourd'hui en médecine, on parle de ce qu'on appelle la prévention universelle, prévention sélective et indiquée. La prévention universelle en santé mentale, c'est tout ce qui est comment promouvoir, comment réduire tous les facteurs de risque pour faire en sorte qu'une personne puisse vivre le plus sainement possible. La prévention universelle, c'est quoi? C'est bien dormir, c'est bien se nourrir, c'est faire une activité sportive, c'est de diminuer au maximum la violence domestique, c'est d'éviter les traumas,
c'est d'avoir une école où il n'y a pas le harcèlement. C'est d'avoir une approche de parentalité cohérente. Parce que malheureusement, on voit beaucoup de... Ça, c'est une longue chose. C'est des choses qui sont aussi inhérentes à la culture. C'est d'avoir une verbalisation des affects. C'est de pouvoir promouvoir l'estime de soi chez l'enfant, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ça va aussi de la gestion de la grossesse, l'accouchement, les vaccinations, etc. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle la prévention sélective. C'est le repérage très très tôt de ce qui ne va pas chez les personnes qui sont susceptibles de développer une maladie. Et c'est là où la santé scolaire intervient, c'est là où la santé universitaire intervient, c'est là où les familles et l'éducation des familles peut intervenir. Il faut un budget, et puis pour vous ça, avez... pour financer Non, pas tout du ça. tout, pas du tout, je vous assure que non. Et puis vous avez l'indiqué, c'est ce qu'il fait. La prévention indiquée, c'est-à-dire faire en sorte à ce que la personne qui sort de l'hôpital ne revienne pas à l'hôpital. Ou la personne qui tombe malade, à la limite, déjà ne va pas à l'hôpital. Et c'est ce qu'on appelle la prévention indiquée. Donc, la prévention est une chose qui est très importante et la promotion du bien-être est quelque chose de capital en santé mentale. Oui, en vous écoutant, excuse-moi, je vous interromps brièvement. En vous écoutant, on a l'impression que vous parlez d'un film où tout est beau et tout. Pas du tout. Parce que quand vous dites que bien manger, avoir un cadre de vie où il n'y a pas de violence, enfin, on connaît aussi nos réalités. Oui, pas mais justement, c'est parce qu'on connaît nos réalités. Comment on peut intervenir sur la prévention C'est parce qu'on connaît nos réalités que je suis en train de vous dire ça. C'est parce qu'on sait qu'il y a de la violence. C'est parce qu'on sait que les parents se disputent devant leurs enfants, que c'est une catastrophe absolue. C'est parce qu'on est dans une culture où la langue ne permet pas l'expression des affects. On est dans une culture où les enfants sortent dans la rue pour leur apprentissage. On est dans une culture où il y a le dénigrement. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Ou le déni tout court aussi. Le déni, vous savez, il n'y a pas pire que le dénigrement. Oui. Vous savez, quand vous avez un enfant qui grandit, la première question que se pose l'enfant vers 12-13 ans, c'est qu'est-ce que je vaux? Vous savez comment il répond à cette question? Il répond par rapport à comment elle a été nourrie. L'enfant qui est nourri par « je t'aime, je suis fier de toi, tu es magnifique », etc., va nourrir l'estime de soi. Il n'aura pas de problème de pression des pères, il ne sera pas un suiveur. L'enfant qui va être dénigré, tu es un animal, tu es un âne, tu ne feras jamais rien de ta vie. L'enfant qui va voir sa mère battue, l'enfant dont le père est absent, qui est dans le café jusqu'à 23 heures, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher son estime de soi auprès des pères, P-A-I-R, dans la rue. Donc, il va prendre sa cigarette. Le groupe d'appartenance. C'est un facteur de risque. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a un ensemble de choses. Je ne suis pas en train de vous simplifier, je suis en train de vous expliquer que le bien-être est une histoire extrêmement complexe qui agit sur tous les déterminants. Vous savez, des études sur l'urbanisation et l'impact sur la santé mentale, les études sur la pauvreté et l'impact sur l'urbanisation, sur la santé mentale, les enfants soldats, la migration, la transplantation, la ruralisation des villes, l'émigration des villages vers les... Donc tout ça, les bidonvilles, tout ça, c'est les déplacements. Vous savez, quand on déplace, quand on construit des villes satellites et qu'on rend les liens, qu'on détruit complètement les liens qu'on avait avec le boucher, le coiffeur, etc., et qu'on construit des tours à une trentaine de kilomètres des villes et qu'il n'y a absolument rien, vous n'avez aucune idée de l'impact que ça a sur la santé mentale. Quand vous avez un professeur qui dénigre l'enfant qui a un trouble de déficit de l'attention et qui le met derrière, vous n'avez aucune idée de ce que ça a sur l'impact que ça a sur la santé mentale, etc. etc. Donc la prévention, elle doit vraiment toucher énormément, à tout le monde et à tous les... C'est très, très, très transverse et je pense que franchement, je l'avais dit sur un autre sujet tout aussi important et c'était en relation avec les prêches qu'on retrouve sur Internet et de notre connaissance de notre religion et de ce qu'on en fait. Je pense que, et je le disais, je pense la même chose pour ce sujet-là de santé mentale. Il faut vraiment asseoir des rendez-vous, peut-être hebdomadaires ou mensuels, même sur les médias marocains, afin de parler de ces sujets, parce que 52 minutes ne suffisent pas. Et je pense que c'est des 52 minutes qu'on devrait avoir très régulièrement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, professeur Jalal Sofer. Merci beaucoup. Un plaisir de vous accueillir. Merci, professeur Khandjili. Un plaisir aussi de vous accueillir. Et Rachid Aïtoufkher, merci aussi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations sur ce sujet, un sujet aussi important qu'est la santé mentale. On va y revenir parce que ça reste un sujet d'actualité. Très bonne soirée à tous.